Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. Pour se rendre en Chine en avion depuis ou via la France, les règles changent. La Chine suspend in extremis l'entrée en bourse record d'En Group. Forte hausse de l'activité dans les services en octobre en Chine. La Chine modifie ses programmes scolaires pour saluer la gestion de la pandémie par le gouvernement. Comment la Chine est passée de la pénurie à la surproduction de masques. Quelles sont les 10 stars françaises les plus appréciées en Chine? Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans le sud-est de la Chine, dans la région de Lianzhou, là où les objets de jade, de soie et d'ivoire ne se trouvaient que dans les tombeaux de l'élite, alors que les poteries étaient déposées dans les tombes des plus modestes. Nous découvrirons l'un des objets les plus remplis de mystères de cette dernière culture néolithique du jade. Afin d'assurer la sécurité sanitaire des voyages internationaux et de réduire le risque de propagation de la Covid-19, à partir du 6 novembre, tous les voyageurs chinois et étrangers désirant se rendre en Chine par avion depuis ou via la France devront obtenir à titre impératif les résultats de 2 tests négatifs, le test virologique et le test sérologique. Tous 2 devront être effectués en France dans les 2 jours avant l'embarquement. Voici les modalités d'application de cette mesure. Les tests PCR et sérologiques doivent être réalisés en France dans les 2 jours à compter de la date de prélèvement précédant l'embarquement. À titre d'exemple, si le prélèvement se fait le 1er décembre, le vol de départ doit être prévu avant le 3 décembre inclus. En d'autres termes, si le départ est prévu le 3 décembre, le prélèvement doit se faire après le 1er décembre inclus. Rappel, le test PCR, c'est le test par le nez, celui qui permet de dire si vous avez contracté le virus. Et le test sérologique, fait à partir d'un échantillon de sang ou même maintenant par le nez, c'est celui qui recherche des anticorps produits par le système immunitaire en réponse au virus. L'ambassade de Chine en France ne désigne pas d'établissement de test officiel. Les voyageurs peuvent se faire dépister dans un des établissements affichés sur le site santé.fr. Les voyageurs de toute nationalité en vol direct vers la Chine depuis la France, y compris ceux qui transitent en France en provenance d'un pays tiers, doivent se faire dépister dans les établissements français dans les 2 jours avant le vol de départ, avant d'embarquer sur présentation des résultats négatifs des tests PCR et sérologiques. Les passagers chinois n'ont pas besoin du QR code de santé et les passagers étrangers n'ont plus à demander la déclaration de santé validée par l'ambassade ou un consulat de Chine en France. Les vols à destination de la Chine avec escale technique sans descente des passagers sont considérés comme vols directs. Comme les voyageurs en correspondance en France ne peuvent plus se faire dépister à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, il leur est vivement déconseillé de prendre la correspondance en France pour éviter d'y être bloqués ou renvoyés au pays de départ. Faute de quoi, ils seront responsables des conséquences indésirables qui en découleront. Avec la mise en place d'un nouveau confinement national en France, seuls les voyageurs titulaires d'un permis de séjour français peuvent entrer sur son territoire. Les boutiques, restaurants et hôtels en zone internationale de transit sont également pour la plupart hors service. Les voyageurs au départ de France, avec un ou des vols en correspondance en pays tiers, sont tenus d'effectuer les tests PCR et sérologiques en France et dans les pays de transit. Tout d'abord, ils doivent se faire les 2 tests en France dans les 2 jours avant le départ et demander, avec les résultats négatifs, le QR code de santé en couleur verte avec la marque HS pour les voyageurs chinois ou la validation de la déclaration de santé pour les voyageurs étrangers à l'ambassade ou un des consulats de Chine en France. Ensuite, ils doivent se refaire les mêmes 2 tests dans le pays de transit dans les 2 jours avant l'embarquement pour la Chine et demander, avec les résultats négatifs, le QR code de santé ou la validation de la déclaration de santé à l'ambassade ou un des consulats de Chine dans le pays de transit qui seront contrôlés par la compagnie aérienne opérant le dernier vol vers la Chine. Pour obtenir le QR code de santé, les voyageurs chinois au départ de France avec un ou des vols en correspondance en pays tiers doivent le demander suivant l'obtention des résultats négatifs des tests PCR et sérologiques via l'application WeChat, mini-programme QR code de santé version internationale. Une fois validé, un QR code de santé en couleur verte avec la marque HS paraîtra sur leur WeChat et leur permettra la montée à bord durant la période de validité de ce code. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'ambassade de Chine www.amb-chine.fr. Lors de la CIIE, la 3e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine, un pavillon France dédié à l'offre agroalimentaire française ouvrira ses portes au public. Une plateforme idéale pour mettre en avant le Made in France.
Un pavillon France dédié à l'offre agroalimentaire française ouvrira ses portes à la 3e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine qui se tient du 5 au 10 novembre à Shanghai. Organisé par Business France et soutenu par le ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation, le pavillon France agroalimentaire vise à promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires français et à aider la France à renforcer sa présence à la 3e exposition internationale d'importation de la Chine. 8 entreprises françaises implantées en Chine et 2 collectifs régionaux présenteront leurs produits et leur savoir-faire dans cet espace sous la bannière de Test France, la nouvelle marque créée par le gouvernement français pour fédérer tous les acteurs de la gastronomie française. Lors de la 3e exposition internationale d'importation de la Chine, une série d'animations telles que des démonstrations culinaires, des live streaming d'influenceurs et des dégustations seront organisées. Selon Business France, la France est le premier fournisseur européen de la Chine en produits agroalimentaires et la 9e à l'échelle mondiale. L'exposition internationale d'importation de la Chine est la première exposition au niveau national consacrée à l'importation au monde et a connu des résultats fructueux lors des 2 premières éditions. La France comptait parmi les pays invités d'honneur lors de la 2e édition. Ant Group, numéro 1 mondial du paiement en ligne, devait effectuer jeudi une entrée en bourse record sur les places de Shanghai et de Hong Kong, mais la Chine a suspendu mardi in extremis l'entrée de la société de Jack Ma, soumise à une pression croissante des régulateurs financiers. Cette suspension a fait chuter le titre du géant du commerce en ligne Alibaba, également créé par le milliardaire Jack Ma et auquel Ant Group est lié. Le titre a perdu 8% à Wall Street mardi et près de 10% mercredi à l'ouverture de la bourse de Hong Kong. Ant Group, qui compte 731 millions d'utilisateurs mensuels actifs sur sa plateforme de paiement Alipay, a contribué à révolutionner le commerce et les services de paiement en Chine, les consommateurs utilisant désormais massivement leur smartphone pour payer leurs achats quotidiens. Mais Ant Group a aussi suscité l'inquiétude des régulateurs financiers en faisant incursion dans le secteur des prêts personnels et à la consommation, de la gestion de patrimoine et des assurances. Le groupe a annoncé mardi qu'il suspendait son entrée en bourse prévue jeudi sur les places de Hong Kong et Shanghai, après avoir été contraint par le régulateur chinois de reporter l'introduction prévue à Shanghai. L'opération devait lui permettre de lever au moins 34,4 milliards de dollars, un record historique. La bourse de Shanghai s'était dite inquiète dans un communiqué distinct du risque que l'entreprise ne puisse respecter les conditions d'émission et d'enregistrement ou les exigences en matière d'information. Le groupe lui-même a fait état de problèmes majeurs tels que des changements dans la supervision de la FinTech. L'annonce fait en effet suite à la mise en place de nouvelles réglementations destinées à limiter les risques liés au secteur en pleine croissance des prêts en ligne en Chine, une FinTech dans laquelle Ant Group a investi de manière agressive. Elle est intervenue aussi au lendemain d'une réunion inhabituelle avec les régulateurs à laquelle avait été convoqué Jack Ma, principal actionnaire d'Ant Group, le président du groupe Ering Jing et le directeur général Simon Hu. Les médias d'État avaient récemment mis en garde contre l'instabilité financière qui pourrait résulter de la croissance rapide du groupe. Les régulateurs chinois tentent de garder le contrôle d'un secteur fintech déjà énorme, rentable et en évolution rapide. En l'absence d'une réglementation établie, les régulateurs ont peut-être été, de manière compréhensible, soucieux de s'impliquer. Jack Ma, l'un des plus puissants milliardaires chinois, a été la cible des critiques des médias d'État après un discours fin octobre à Shanghai dans lequel il a semblé accuser les régulateurs de brider l'innovation des fintech et s'est vanté du record boursier qu'Ant s'apprêtait à battre, après celui d'Alibaba à Wall Street en 2015, 25 milliards de dollars. Le record a été battu l'an dernier par le géant saoudien du pétrole Aramco avec 29,4 milliards de dollars. Dimanche, le Financial News, contrôlé par le pouvoir, s'est inquiété que les géants de l'Internet comme Ant Group deviennent trop gros, mettant en garde contre une éventuelle grave contagion des risques. D'autres commentaires ont appelé à une réglementation plus stricte des prêts en ligne d'Ant Group. Pour le journal Economic Daily, mardi, la suspension de l'entrée en bourse prouve la détermination des régulateurs à sauvegarder les intérêts des investisseurs. Beijing encourage ses fleurons technologiques à se coter sur les places boursières nationales plutôt qu'à l'étranger dans un contexte de rivalité économique et politique acérée avec les États-Unis. L'activité dans les services en Chine s'est inscrite en octobre à son plus haut niveau depuis juin, confirmant la reprise économique du géant asiatique, selon un indice indépendant publié mercredi. Le PMI, issu d'une enquête auprès d'un vaste échantillon d'entreprises, s'inscrit à son plus haut niveau depuis 10 ans, exception faite de juin dernier.
L'activité dans les services en Chine s'est inscrite en octobre à son plus haut niveau depuis juin, confirmant la reprise économique du géant asiatique selon un indice indépendant publié mercredi. L'indice des directeurs d'achat PMI pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 56,8 le mois dernier contre 54,8 en septembre. Si l'activité a largement repris en Chine après la paralysie liée au Covid-19 en début d'année, les entreprises peinent toujours à remplir leur carnet de commandes à l'international au moment où leurs principaux clients, en Europe et en Amérique du Nord, restent largement affectés par le virus. Le sous-indice qui mesure les nouvelles commandes destinées à l'étranger est ainsi resté en territoire négatif le mois dernier. Ces chiffres restent toutefois à nuancer car dans le même temps, la situation sur le marché de l'emploi s'est améliorée, les entreprises embauchant davantage pour répondre à la demande en Chine. Le sous-indice de l'emploi était ainsi dans le vert le mois dernier, pour la 3e fois depuis le début de l'année selon Caixin. Certains secteurs comme le tourisme ou la restauration restent sinistrés. Les services vers lesquels la Chine entend rééquilibrer son modèle économique représentent désormais plus de 50% de son PIB. Ils comprennent entre autres les transports, le marketing, l'immobilier et la finance. L'enquête Caixin Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau fidèle de la conjoncture. Pour sa part, l'indice composite PMI de Markit Caixin, qui agrège services et industries manufacturières, a atteint 55,7 points en octobre contre 54,5 en septembre. Il s'agit également de son meilleur score depuis près de 10 ans, hormis le chiffre de juin dernier. Alors que certains pays se battent encore contre la propagation du nouveau coronavirus, la Chine ajoute cette crise sanitaire à ses programmes scolaires. Le ministère de l'Éducation chinois a annoncé que du contenu sur la pandémie et l'esprit combatif de la Chine face à celle-ci sera largement mis en valeur dans les manuels de biologie ou d'histoire. Cette réforme concernera les cours d'histoire, de littérature, de biologie et d'éducation physique et sportive dans les écoles primaires et les collèges du pays. Les élèves apprendront les chiffres et les actions clés de la prévention de l'épidémie. Ils enrichiront leurs connaissances sur les avantages du système socialiste appliqué en Chine, a précisé le ministère. Le but, aider les élèves à comprendre le fait fondamental que le parti et l'État accordent toujours la priorité à la vie et à la sécurité de son peuple, selon le ministère de l'Éducation, selon qui les élèves pourront ainsi enrichir leurs connaissances sur les avantages du système socialiste en vigueur dans le pays. Cette annonce reprend les grandes lignes d'une proposition faite par un délégué de l'Assemblée populaire nationale, le plus haut organe législatif chinois, un peu plus tôt cette année. Une partie de ces nouveaux contenus aurait déjà été incorporée dans certains programmes scolaires, assure le ministère. L'idée de réformer les programmes scolaires n'est pas nouvelle. D'après Sixstone, un site traitant l'actualité chinoise, l'esprit combatif chinois a déjà été incorporé dans les programmes scolaires des lycées. Cette modification des programmes scolaires fait partie d'une politique plus générale de la Chine destinée à répondre aux critiques sur sa gestion de la pandémie. Plus tôt cette année, le pays a publié un livre blanc intitulé « La réponse de la Chine à la pandémie de coronavirus ». Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, avait déclaré que le but de ce livre était de rétablir une mémoire collective correcte à propos des actions chinoises contre la pandémie. Le gouvernement chinois a assuré avoir contenu l'épidémie, les clusters restants sont éradiqués grâce à des reconfinements locaux et un dépistage massif. Aujourd'hui et depuis plusieurs mois, les usines de masques en Chine fabriquent des masques 24 heures sur 24 et arrosent les pays du monde entier. Mais fin janvier, la Chine avait dû faire face à une pénurie de masques lorsqu'elle a reconnu la gravité de l'épidémie de Covid-19. Comment la Chine est passée de la pénurie à la surproduction de masques? L'usine de masques du groupe Shenguang Medical dans la ville de Pingjingshan, au cœur de la province du Henan en Chine, a soudainement fermé ses portes à la mi-juin, laissant sur le carreau l'ensemble de ses travailleurs. 5 jours plus tard, une autre usine dans la ville voisine de Xinyang baissait à son tour le rideau et le patron disparaissait dans la nature, déclenchant la colère des employés réclamant le versement de leur salaire. L'ONG China Labor Bulletin, qui établit une carte des grèves en Chine continentale, a recensé ainsi 9 mouvements de protestation en mai et juin à la suite de la fermeture d'usines de masques. La Chine, qui faisait face à une pénurie de masques lorsqu'elle a reconnu la gravité de l'épidémie de Covid-19 fin janvier, s'est rapidement retrouvée en surcapacité de production en dépit de l'explosion de la démarche intérieure puis mondiale. Obligée d'importer du matériel de protection et des ventilateurs par milliers lorsque le coronavirus s'est propagé dans la ville de Wuhan, le gouvernement chinois a rapidement sonné la mobilisation générale de son appareil industriel. Le branle-bas de combat a été immédiat.
La Chine, qui pouvait produire 20 millions de masques par jour avant l'épidémie, s'est retrouvée en mesure d'en fabriquer quotidiennement 116 millions fin février, puis de l'ordre de 200 millions fin avril. Pour répondre à l'augmentation de la demande, des milliers d'entreprises ont multiplié les lignes de production. Au total, plus de 76 000 entreprises productrices de masques ont été recensées à travers le pays, dont de nombreux petits producteurs issus de l'industrie textile. À lui seul, le constructeur automobile BYD a produit jusqu'à 50 millions de masques par jour, devenant le premier producteur au monde. La Chine représente aujourd'hui plus de la moitié des capacités mondiales de masques. Selon certaines estimations chinoises, la production de masques en Chine pourrait atteindre les 225 milliards de yuan, soit 29 milliards d'euros cette année, en hausse de 2000%. Mais depuis le mois de mai, la demande de masques baisse et les prix chutent. C'est notamment le cas des masques destinés au marché chinois. La Chine a endigué l'épidémie et le masque est de moins en moins obligatoire dans le pays. La demande mondiale a pris le relais au printemps, mais l'essentiel des commandes est passé. Depuis la seconde vague en Europe, il y a une légère hausse des commandes, mais sans commune mesure avec mars et avril dernier, indique-t-on chez Nathan Medical Group. Les pays ont constitué des stocks et puisent dedans. Les dernières livraisons pour la France, qui avait passé commande de près de 200 millions de masques à Nathan Medical, ont quitté la Chine en août. Le groupe basé à Beijing a progressivement réduit la cadence et produit désormais 2 millions de masques par jour, soit 40% de moins qu'en mai. La demande internationale en matériel médical chinois a explosé au printemps. Elle reste encore très forte, même si elle reflue après un pic atteint en mai dernier. Sur ce seul mois, la Chine avait alors exporté pour 14 milliards de dollars de masques et respirateurs à travers le monde, dont 1,2 milliard vers la France. En septembre, le montant des exportations chinoises vers l'Hexagone est retombé à 225 millions de dollars. C'est encore 15 fois plus qu'avant l'épidémie. Certaines célébrités françaises sont parvenues à accéder au statut de superstar au sein de l'empire du milieu. Ne soyez pas étonnés, certains Français, parfois oubliés dans leur pays d'origine, sont là-bas de véritables icônes. Voici la sélection de 10 stars françaises adulées en Chine. Sophie Marceau. L'actrice française est une véritable icône en Chine, considérée comme l'une des plus belles femmes du monde et symbole de l'élégance à la française. Les films de l'actrice sont systématiquement choisis dans la sélection de films français diffusables en salle chaque année et à chaque sortie c'est le succès. Claude Monet. Ce n'est pas un hasard si l'exposition événement de l'année est la représentation pour la première fois en Chine de l'œuvre phare du peintre français et du mouvement impressionniste Impression Soleil Levant. L'art de Claude Monet est particulièrement apprécié en Chine et ce depuis 1920. On peut percevoir un lien esthétique fort dans la recherche de Monet de représenter les subtilités de son jardin et l'intérêt traditionnel chinois pour l'art des jardins. Coco Chanel. La personnalité de la créatrice, son style de vie, son origine modeste, sa créativité, son travail acharné et passionné sont très admirés. Chanel symbolise tout le glamour et la sophistication à la française. Régulièrement, des expositions à Shanghai ou à Pékin lui sont consacrées ainsi qu'à l'ensemble des productions de la marque. Et le succès des films biographiques sortis ces dernières années ne fait qu'asseoir le prestige de Coco Chanel. Montesquieu. De l'esprit des lois est le livre français le plus lu en Chine. Ce traité de théorie politique, publié en 1748, a participé aux réflexions menant à la rédaction de la Constitution française de 1791, ainsi que celle des États-Unis d'Amérique. Joyce Jonathan. Cette jeune artiste française connaît un énorme succès en Chine et en Asie depuis le début de sa carrière en 2007. Ses albums sortent en Chine dès fin 2010 et se hissent très rapidement en tête des ventes. Et pour finir ce journal, nous allons remonter dans le temps et nous rendre dans le Yangtze-Kiang sur la côte est de la Chine, à la découverte d'un objet mystérieux découvert en 1986. Ce vestige est surnommé le roi des objets rituels du Lianzhou. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Que peut-on lire dans ce regard? Un regard qui semble venir de la conscience nébuleuse des premiers hommes. Peut-être nous susurrent-ils leurs amours, leurs peurs, leurs croyances? Il y a environ 5000 ans, dans la région de Liangzhou, bassin du lac Tai, est née une culture très avancée avec des cités, des tombes
des hôtels sacrificiels, des villages, des infrastructures militaires et hydrauliques, des ateliers de jade. Ce site de fouilles archéologiques a démarré il y a plus de 80 ans, en 1936 plus exactement, et sa plus grande découverte est justement cet objet au regard si mystérieux, le tsong de jade. Cet objet rituel pèse 6,5 kg pour 8,9 cm de haut et 17,6 cm de diamètre. Si on l'a surnommé le roi des objets rituels de Liangzhou, c'est qu'aucune autre relique ne l'a surpassé, que ce soit pour sa dimension, son poids ou ses motifs. Il fut découvert en 1986 lors des fouilles des grandes tombes de Fangshan. Les archéologues ont reconnu sur le champ le motif du masque bestial mythique dit du glouton. Sur le moment, compte tenu de la grande occurrence du motif, cet objet n'a pas vraiment attiré l'attention des spécialistes. Mais après avoir développé les photos, ces derniers eurent une grande surprise. En effet, des deux côtés des yeux sont gravés des motifs très fins, presque imperceptibles, figurant des mains humaines. Si nous observons de plus près, nous voyons alors que les paumes sont reliées à des bras légèrement disproportionnés. Et en remontant le long des bras, voilà que surgit le visage de leur possesseur. C'est là que les archéologues se rendent compte que les motifs de cet objet rituel représentent bien plus que le traditionnel masque bestial. Il s'agirait en fait de la représentation complète d'un dieu à figure bestiale. Une pièce exceptionnelle. La posture du dieu est troublante. Épaules haussées, bras repliés, paumes des mains ouvertes. Sa tête rentrée dans ses épaules s'incline vers l'avant. S'agirait-il d'un esprit céleste, dressant quelque animal fantastique, ou bien d'un esprit animal ayant pris forme humaine? En fin de compte, s'agirait-il de deux esprits distincts, ou bien des deux facettes d'un seul et même esprit? Le jade occupe une place particulière dans la culture chinoise. En effet, les inscriptions gravées sur écailles de tortue et sur bronze ont démontré que les Chinois ont toujours eu coutume de faire des offrandes de jade aux dieux. Ainsi, à Liangzhou, ont été mis à jour plus de 40 types d'objets de jade. Néanmoins, la représentation du dieu à face bestiale n'apparaît que dans les tombes de familles nobles. Cela signifie-t-il que le maître de la tombe était le grand prêtre de Liangzhou? Quant à l'objet rituel sur lequel est gravé le magnifique motif du dieu à face bestiale, était-il un objet sacré servant à faire le lien entre les hommes et les dieux? Le dieu porte sur la tête une coiffe de plumes en forme d'accolade horizontale qui paraît rayonner en tous sens. Étrangement, on trouve le même motif sur des reliques provenant de Hemudu, une culture vieille de 7000 ans. Y aurait-il vraiment un lien? Cette image de l'emblème divin se retrouve en effet sur d'autres sites néolithiques. D'où une question: dans une région du monde aussi vaste que la Chine, comment des cultures aussi éloignées les unes des autres ont-elles pu s'influencer de cette sorte? Ce regard qui nous contemple aujourd'hui a traversé 5000 ans et nous conduit pas à pas vers les confins de l'histoire. Et le mystère reste entier. Et pour nous, c'est déjà l'heure de nous quitter. C'est la fin de votre journal. Et pour retrouver toutes nos vidéos, rendez-vous sur mandarintv.fr. Merci de votre fidélité. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.